Je crois qu'en effet, nous sommes entrés dans une ère nouvelle. Le premier qui l'ait dit, c'est à mon sens Paul Valéry, ce poète, qui dès 1945, au milieu du XXe siècle, a écrit « Le temps du monde fini commence ». Et par conséquent, quelque chose de nouveau commence pour les hommes. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Évidemment, rien du point de vue planétaire, rien du point de vue biologique, mais tout dans l'attitude que les hommes devraient avoir vis-à-vis de leur planète et du coup vis-à-vis d'eux-mêmes. Et en quelques 20 minutes, 25 minutes, j'aimerais évoquer avec vous combien nous sommes en face d'une situation totalement nouvelle. Nouvelle par l'effectif des hommes. Depuis toujours, les hommes ont été très peu nombreux sur la Terre. Songez qu'à l'époque de Jésus-Christ, nous étions entre 250 et 300 millions sur toute la Terre. En l'an 1000, même chose, 300 millions. Et ce n'est que depuis 2 siècles que l'effectif des hommes augmente. Et au cours du XXe siècle, il a été multiplié par 4. On est passé de 1,5 milliard à 6 milliards. Évidemment, ça ne pouvait pas durer. Et vous savez qu'au cours des années 1970, les démographes ont attiré l'attention sur le danger d'un excès de l'humanité. En effet, l'effectif des hommes, à cette époque, croissait à un rythme tel que c'était le doublement tous les 30 ou 35 ans, c'est-à-dire la multiplication par 8 en un siècle. Ça ne pouvait pas durer. Il se trouve que les choses s'arrangent grâce aux mesures prises par les pays les plus pauvres et les plus nombreux, la Chine, l'Inde, etc. Et actuellement, les démographes sont plutôt rassurants. Nous serons 8 milliards en 2025, 9 milliards en 2050, et ça s'arrêtera très probablement là. Et par conséquent, le problème est bien posé. Comment s'arranger à 9 milliards d'ici un demi-siècle, s'arranger à 9 milliards avec une planète dont nous avons fait le tour, et nous savons non seulement qu'elle est petite, finie, mais qu'elle est surtout fragile. Et par conséquent, le problème, oui, est bien posé. Trop souvent, on en tire la conséquence qu'il faut poser la question, mais est-ce que la Terre va pouvoir nourrir tout ce monde-là? La réponse est oui. La quantité de nourriture nécessaire pour 9 milliards d'hommes, elle est pratiquement dans la poche. Il n'y a pas besoin de grands changements, de grandes révolutions, même pas d'OGM, pour nourrir tout ce monde-là. Par contre, la vraie question n'est pas la Terre pourra-t-elle les nourrir tous, mais la Terre pourra-t-elle les supporter tous? Et là, la réponse dépend de la façon dont nous nous comportons vis-à-vis de la Terre et vis-à-vis les uns des autres. Si on multiplie par 8 ou 9 milliards ce que je touche à la Terre, ce que je coûte à la Terre, parce que il me faut de l'énergie, il me faut des métaux nobles, il me faut une quantité de biens qui sont limités, et par conséquent, ce que je coûte actuellement à la Terre est incompatible avec un comportement qui durerait longtemps. Dans quelques siècles, vous le savez, dans peut-être bien moins de 2 siècles, il n'y aura plus de pétrole sur la Terre. Le gaz, il y en a pour un peu plus loin. Mais de toute façon, nous sommes en train de détruire les richesses non renouvelables de la planète. C'est une attitude qu'il suffit de décrire pour s'apercevoir qu'elle est complètement folle. Comment est-ce que nous osons, nous les hommes de notre période, de notre génération, tout détruire de la planète? Quand nos arrière-petits-enfants viendront chercher ce qui reste, ils vont nous en vouloir. Nous sommes en train de voler les richesses non renouvelables de la Terre. Et par conséquent, une première révolution qui doit être acceptée très rapidement, c'est d'admettre que toutes les richesses non renouvelables que nous offre la planète appartiennent à tous les hommes. Et par conséquent, aux hommes d'aujourd'hui et aux hommes de demain. Et que par conséquent, nous n'avons pas le droit d'y toucher. Et tous les raisonnements que nous faisons actuellement, par exemple, pour savoir quel est le bon prix du pétrole, sont des arguments nécessairement absurdes, car il n'y a pas de prix raisonnable du pétrole, sinon l'infini. Le pétrole, on ne doit pas y toucher, puisqu'il ne nous appartient pas. Il appartient aux enfants qui vont nous succéder. Et on peut continuer comme ceci, en s'apercevant que la finitude de la planète nous oblige à changer la plupart de nos comportements. En particulier, un comportement qui est tellement répandu maintenant dans les nations évoluées,
le comportement qui consiste à résoudre tous les problèmes par la fameuse croissance. Tout le monde en parle de cette croissance et tous les gouvernements, qu'ils soient de gauche ou de droite, nous expliquent s'il y avait 3% de croissance chaque année, alors enfin on résoudrait le problème du chômage, on résoudrait tel et tel problème et par conséquent essayons d'avoir ces fameux 3%. Et personne ne raisonne comme savaient raisonner il y a, disons, 50 ans, les élèves qui préparaient le certificat d'études. On leur avait appris, à ces jeunes, ce qu'étaient les intérêts composés. C'est-à-dire, pour reprendre des mots un peu plus techniques, ce que c'est que l'exponentielle. Eh bien, 3% par an, c'est la multiplication par 20 en un siècle. 1,03 multiplié par 1,03, 100 fois, ça fait 20. Autrement dit, si ça durait un siècle, la croissance à 3%, eh bien nous aurions tous, dans notre garage, 20 voitures, 20 dans notre chambre, 20 postes de télévision, etc. C'est pas sérieux, c'est évidemment impossible. Et par conséquent, il faut faire comprendre à tous combien le recours à la croissance est un recours débile. Chaque fois qu'on nous parle de croissance, on devrait poser la question, mais de quoi? Mais la croissance, la multiplication par 1,03 par exemple, de quoi? Si c'est la consommation des richesses de la Terre, il faut évidemment dire non. Et c'est tout un comportement nouveau qu'il nous faut avoir sur l'avenir de l'homme. L'avenir n'est certainement pas dans la croissance. Et tout ce qui est de la croissance doit être considéré comme néfaste. Par exemple, mais j'insisterai pas trop, par exemple la publicité. La publicité qui consiste à nous faire croire que telle ou telle chose inutile nous est nécessaire est évidemment pratiquement un crime contre l'humanité. Et par conséquent, je crois qu'il nous faut, à tous les niveaux, nous rendre compte à quel point nous vivons dans un monde totalement fou. Il suffit de se promener un petit peu le long des routes et d'être choqué, comme je le suis, par tous ces énormes panneaux publicitaires qui cachent les paysages et qui nous font croire qu'en allant au supermarché, machin, on fera des économies et on consommera plus. Tout cela est absurde et je vous assure que d'ici peu, on se demandera comment des êtres raisonnables ont pu se laisser leurrer par ce genre d'attitude. Tout est à changer. Tout est à changer surtout dans la façon dont nous réagissons les uns avec les autres. Et heureusement, je dirais que la science vient de nous apporter des concepts nouveaux qui nous permettent de repenser autrement la façon dont nous devons nous comporter, non seulement vis-à-vis de la planète, qu'il faut préserver, ne pas abîmer, mais nous comporter les uns avec les autres. Dans un monde, dans un cosmos où tout obéit, moi j'ai inventé de regarder l'univers, de penser à l'avenir et de dire non de temps en temps. Dans une nature qui, par exemple, tue mes enfants, eh bien, j'ai guéri les enfants. Je sais lui dire non. Et par conséquent, l'humanité est entre ses mains à elle, tout en étant bien sûr un peu entre les mains des contraintes physiques de la planète, mais c'est anecdotique par rapport au fait que l'avenir de l'humanité dépend avant tout de l'humanité, beaucoup plus que de la nature.